de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, la crise, quand je dis qu'elle a été mal comprise, c'est parce qu'en réalité, quand on regarde l'ensemble des sujets, c'est que la crise agricole, c'est pas qu'une question de normes, c'est pas qu'une question de modèle économique, c'est une question véritablement de vision de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez à la place d'un agriculteur, l'ensemble des décisions qui régissent votre vie ne sont pas prises à proximité de vous. C'est-à-dire qu'en fait, toute votre vie dépend de l'extérieur. Votre vie dépend de l'extérieur parce que, par exemple, sur la question des prix, les prix sont déterminés dans les bourses mondiales, notamment les cours des marchés céréaliers à Chicago, par exemple. Ensuite, après, les négociations de prix, donc du partage de la valeur ajoutée entre les agriculteurs et la grande distribution sont négociées à Bercy. Et puis vos revenus, donc les subventions qui vous servent à vivre, qui vous servent à payer votre caddie de course, sont déterminées à la PAC, donc par la PAC à Bruxelles. Et donc en fait, sur l'ensemble des points qui régissent votre vie, vous n'avez pas la main. Et donc en réalité, les agriculteurs sont dans la même situation que ce qu'on avait vu nous dans le cadre des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les agriculteurs n'ont plus la maîtrise de leur destin de la même façon que les Gilets jaunes ne sentent ne plus avoir la maîtrise de leur destin et de leur destinée. Et ça, c'est une réalité qui est profonde. Et c'est pour cela que nous, on avait parlé dans le cadre d'une étude de Gilets verts. Et c'est pour cela que la crise agricole est bien comprise par les Français, parce que les Français ont également la sensation de ne plus avoir la maîtrise de leur destin d'un point de vue sécuritaire, migratoire ou même économique. Et vous voyez donc ces images qui nous parviennent en direct de que la France subit depuis plusieurs années. C'est-à-dire que moi, j'en distinguerai trois. Il y a les agriculteurs, effectivement, qui manifestent et qui se mobilisent sur le modèle un petit peu des Gilets jaunes au début des Gilets jaunes, parce qu'effectivement, ils ont la sensation de ne pas maîtriser leur destin. Ensuite, après, vous avez les émeutes dans les banlieues. Ça, ce sont plutôt des racailles qui se permettent de casser à tout moment, dès lors qu'il y a n'importe quel fait divers dans une cité. Ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est qu'on va faire la comparaison avec notamment les grèves de la SNCF et les mobilisations au niveau du ferroviaire. Sauf que il y a une différence qui est majeure entre les agriculteurs et les cheminots de la SNCF. C'est qu'en fait, à la SNCF, ils bloquent le pays tous les ans, depuis 1977. Tous les ans, il y a une grève de la SNCF. Or, est-ce que vous avez vu une grève ou une mobilisation des agriculteurs tous les ans? Non. La crise agricole, elle dure depuis au moins 1992, date de la réforme de la PAC, et pour autant, on n'a jamais vu les agriculteurs tous les ans dans les rues. Donc ça montre que les agriculteurs sont des gens qui sont plutôt raisonnables et responsables. On l'a vu d'ailleurs lors des mobilisations en janvier et février dernier, et qu'ils ne manifestent pas tout le temps pour tout et n'importe quoi. S'y opposer. Non, bien sûr. En politique commerciale, vous faites un accord de libre-échange lorsque vous êtes fort, lorsque justement vous êtes souverain. Mais le problème, c'est qu'on a abandonné cette notion de souveraineté d'un point de vue global et politique depuis des années. Et sur la question de la souveraineté alimentaire et agricole, on l'a complètement bradé, puisque aujourd'hui, on importe 20% de l'alimentation des Français, alors qu'on n'en importait quasiment pas au début des années 2000. On est passé de 28 milliards d'importations en 2000 à 56 milliards. Donc on signe un chèque tous les ans de 30 milliards supplémentaires. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, en l'état, en fait, on se retrouve avec un modèle qui n'est pas compétitif. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez, en fait, quand vous faites un accord de libre-échange, vous devez être justement compétitif à l'export. Donc, ça veut dire être compétitif soit sur la partie coût, soit sur la partie hors coût. Sur la partie coût, on a renchéri le coût du travail comme jamais depuis les années 70-80, notamment avec la politique menée sous François Mitterrand puis Lionel Jospin. Et puis, on a également une fiscalité qui est punitive. Sur la partie hors coût, on impose à nos agriculteurs des normes qui ne sont même pas imposées aux autres pays européens, voire qui ne sont pas imposées aux autres pays du reste du monde. Et donc, vous arrivez là à une situation où seuls les produits qui sont compétitifs peuvent être exportés. Et donc, c'est pour ça que vous avez le vin, les spiritueux, des produits qui, comme l'a dit votre intervenante, n'ont pas besoin d'accord de libre-échange pour être exportés. Et c'est tout le paradoxe du modèle agricole français, c'est qu'on arrive à exporter en balance commerciale globale, mais en réalité, toutes les filières agricoles, hormis les spiritueux et les produits laitiers, sont dans le rouge. Vous faisiez... Mathieu. Peut-être un petit mot, c'est parce qu'aujourd'hui en Europe, tous les pays européens ont transféré la politique commerciale à l'Union européenne. Et donc de fait, comme vous l'avez très justement rappelé, il faut au Conseil européen une majorité qualifiée de pays. Sauf que par exemple, des pays comme l'Allemagne n'ont pas besoin d'avoir une majorité qualifiée. Il suffit juste qu'ils soient les plus puissants et ils imposent leur vue aux autres pays européens. Parce qu'au niveau des institutions européennes, c'est le rapport de force qui prévaut. C'est-à-dire que si vous êtes fort, vous êtes capable d'imposer vos vues. Pendant des années, notamment sous les années Merkel, l'Allemagne a imposé ses vues sur un certain nombre de
sujets, les politiques d'austérité, sur les politiques notamment migratoires, par exemple. C'est eux qui nous ont fait accueillir en Europe des millions de migrants, notamment en provenance du Moyen-Orient. Donc si l'Allemagne est forte, elle imposera ses vues aux autres pays, et notamment à la France. On se rappelle d'un ministre de l'économie allemande qui avait dit déjà à plusieurs reprises qu'il valait mieux sacrifier des poulets français au profit des berlines allemandes. Donc dès lors que vous avez une mentalité comme ça chez les Allemands, forcément, si nous nous couchons devant l'Allemagne, nous n'arriverons pas effectivement à protéger notre modèle agricole. Mais par contre, il y a un point qui me paraît être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en crise. Elle est en crise d'un point de vue migratoire, elle est en crise d'un point de vue sécuritaire, et même elle est en crise d'un point de vue énergétique, avec énormément de dépendance et donc des conséquences politiques. Et donc, effectivement, est-ce que le déclin de l'Allemagne annoncé ne pourrait-il pas être une opportunité pour la France de rattraper l'Allemagne d'un point de vue économique pour pouvoir faire prévaloir nos intérêts au niveau européen, rétablir un rapport de force et ensuite leur imposer aussi, nous, notre vision et défendre, par exemple, nos agriculteurs pour véritablement renouer avec une souveraineté française. On va déjà voter le budget et après on verra. Par Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors qu'en réalité, la difficulté qu'il va avoir Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là, c'est que les débats sont filmés à l'Assemblée. Donc on voit très vite, on a les images. C'est Sébastien Delogu qui a menacé physiquement le jeune député du Rassemblement national lorsqu'il y a eu le vote pour le bureau, la présidence de l'Assemblée nationale. Donc tout ceci est filmé et documenté. Donc c'est très difficile de mentir. Non, ensuite, après, le point qui est le plus essentiel, je pense, sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, finalement, pour de plus en plus de Français, la France insoumise apparaît comme un plus grand danger que n'aurait pu le paraître le Rassemblement national, encore même en 2017. Quand vous prenez les différentes élections aujourd'hui, les différents sondages pour la présidentielle, quand vous comparez 2017 à 2024 désormais, si on prend les sondages actuels, on voit que dans un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, en 2017, Jean-Luc Mélenchon était systématiquement donné gagnant face à Marine Le Pen. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Marine Le Pen est entre 55 et 60% à chaque fois testé face à Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a bien une raison à cela. La raison, c'est effectivement que la stratégie de bordélisation de l'Assemblée nationale et de la rue a fonctionné parce qu'elle lui a permis de prendre le leadership à gauche, parce que les électeurs de gauche, il y a eu un rétrécissement électoral à gauche, donc forcément le poids de la gauche radicale est plus fort qu'il ne l'était auparavant. Mais par contre, au niveau des Français, cette stratégie-là ne convainc pas, et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et ses amis incarnent un plus grand danger aux yeux des Français que le Rassemblement national aurait pu l'être auparavant. Et je vous parlais d'Éric Coquerel qui